Merci. Bien, d'abord, je voudrais, au nom des rédacteurs, qui sont nombreux, de cette littérature que, apparemment, est en train de réunir le consensus des participants, donc vous dire merci pour vos remerciements à l'endroit de ces auteurs qui ont vraiment travaillé de manière absolument extraordinaire en termes de rapidité et d'urgence. Les remarques qui ont été faites, beaucoup se neutralisent. Alors, je vous propose d'ignorer celles qui se neutralisent et de nous concentrer sur celles qui ne se neutralisent pas. Je vais essayer du mieux que je peux de répondre à certaines de ces remarques parce qu'elles me tombent sous le sceau de l'évidence, et je demanderai à Alfredo de m'aider dans cet exercice pour que nous satisfaisions tout le monde. J'enregistre qu'effectivement, un des préalables majeurs, c'est le préalable démocratique pour toute espèce de gouvernance que nous voulons nouvelle, moderne, renforcée pour affronter la crise. Je pense qu'on peut rajouter, si vous nous donnez l'autorisation et le mandat, dans le persuadé de la déclaration finale, donc de l'appel de Srerat, une mention particulière relative à ce préalable de la démocratie dans le cadre d'une bonne gouvernance. Sur l'exclusivité de l'espace atlantique, je pense que si on relit, je vais essayer de faire l'exégèse, non pas pour vendre la littérature qui vous a été proposée, mais si cela n'était pas clair, je pense qu'on devrait améliorer effectivement la rédaction. Dans le paragraphe de l'appel de Srerat qui commence par persuader, nous mettons clairement un principe qui est une approche multilatérale renforcée, et l'approche multilatérale renforcée s'applique au monde et non pas à l'océan Atlantique. Et nous disons appuyer sur des processus régionaux, sous-entendu les autres régions du monde, notamment le Pacifique. Nous avons été très sensibles au discours, à la présentation de notre ami qui représente la Chine autour de la table, et c'est parce qu'il a fait cette série de propositions extrêmement subtiles, nous avons traduit d'une manière aussi subtile que lui, en disant qu'une approche multilatérale qui intéresse tout l'univers, appuyée sur des processus régionaux, favorisera la convergence vers les meilleures pratiques. On ne parle pas des meilleures pratiques de l'Atlantique, les meilleures pratiques du monde. Les actions solidaires, pareil, pas seulement dans l'Atlantique. Et ensuite, à partir de ce principe global, universel, nous passons à l'Atlantique qui est un espace. On dit que nous, en tant qu'Atlantique, nous avons un patrimoine commun historique et un potentiel de complémentarité à mobiliser pour la communauté de destin. Nous l'avons fait clairement et nettement par référence à la qualité spécifique de cet espace, ce qu'elle tolère, permet une approche plus moderne, plus rapide, plus solidaire des défis qui nous sont communs. Donc, je ne sais pas si cette rédaction répond à cette objection. Si tel n'est pas le cas, on peut la changer. Sur le leadership et le fait de nommer un leader particulier parmi les leaders de ce monde, nous avons cru comprendre dans les débats d'hier matin qu'un des problèmes de la gouvernance ancienne, qui nous gouverne toujours, c'est qu'elle était trop dictée par une seule puissance, comme dirait un célèbre ministre des Affaires étrangères français, l'hyperpuissance. Je crois que, implicitement, nous voulons nous débarrasser de ce concept de puissance éclairée, combien même fut-elle sage et ouverte au dialogue avec toutes les régions du monde et toutes les nations du monde, et favoriser plutôt un processus fait de mise en réseau, fait d'intégration à géométrie variable, avec un maximum de flexibilité et sans avoir à créer de nouvelles institutions. Nous avons, je pense, traduit les deux interventions qui ont été le plus focalisées sur cet aspect des choses, celle d'Eliott Abrams et de notre ami Simon Sapati, et sans aller plus loin dans le détail. Et ça répond partiellement à la remarque de notre ami Claire Spencer. Nous ne cherchons pas à nous adresser à ce stade à quelque chose de particulier avec par exemple, dès qu'on parle de leadership, et ça répond aussi à la remarque qui a été faite sur le besoin d'avoir un leadership, moi, Assia me l'a soufflé, un leadership, pour moi, a toujours besoin d'un leader. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup, plus qu'un crocodile dans un même marigot. Et à partir de là, je pense que c'est plutôt le leadership du projet qui devrait nous gouverner. Et nous l'avons fait sciemment dans la déclaration que de présenter quelques actions pratiques. Nous nous adressons au gouvernement, aux régions, c'est-à-dire
à tous les stakeholders, pas seulement les gouvernements, mais tout le monde. Et nous nous adressons à des centres de réflexion stratégique, de prospective, de statistiques, etc., qui ont la mission, l'ardente obligation de se mettre en réseau et nous fabriquer des visions prospectives et nous aider à partager la connaissance de soi et mutuelle. Et c'est à travers ces réseaux-là que sortiront des idées plus approfondies, des projets plus élaborés, qui devraient être quelque part pêchés dans le petit panier de projets qu'Alfredo nous a proposé. Voilà la philosophie de notre proposition. Et pour aller encore plus loin, puisqu'il s'agit de gouvernance mondiale ou internationale, on a proposé que dans les systèmes multilatéraux, et notamment onusiens actuels, comme cela fonctionnait avant et continue de fonctionner, la logique des groupes, qu'on ait un groupe atlantique, comme le GX ou le G77 pour celui qui concerne notamment la CNUSED, le Conseil économique et social, etc., et avoir cette dynamique informelle de concertation atlantique pour agir à côté des autres groupes non atlantiques à la modification progressive de cette gouvernance dont nous décrions tous les défaillances et les manquements à l'efficacité. Et on a prévu également un forum annuel qui réunira pas seulement les gouvernements, mais tous les stakeholders, là aussi. Et je pense que ce sont ces approches nouvelles qui sortent complètement de la tradition des mécanismes d'intégration régionale. On ne cherche pas à faire l'Union européenne. Et pour ce qui concerne l'Union européenne, nous respectons trop les institutions internes, la constitution, entre guillemets, de l'Union européenne pour ne pas savoir qu'avoir les membres atlantiques de l'Union européenne autour de la table signifie avoir tous les 27 autour de ce projet, parce qu'ils sont tous par définition atlantiques en tant que souveraineté commerciale avérée et fonctionnant en tant que telle sur le marché international. Je pense que je n'ai quasiment oublié personne. Pour ce qui concerne les remarques de Sefi Bodansky, toutes les remarques ont une réponse, soit dans l'appel de Srerat, qui malheureusement n'est pas traduit en anglais. L'aurait-il été que tu aurais vu, mon cher Joseph, que nous avons répondu et cité clairement que la caractéristique de l'espace atlantique, par exemple, c'est l'espace où les différences, où les gaps de développement sont les plus considérables. Et dans les propositions, il est implicite que nous apportons quelques idées, ce n'est pas toutes les idées, quelques idées, qui pourraient aider à raccourcir le trajet que contraindront les pays qui sont en retard ou la vitesse de rattrapage de ceux qui alignent des performances économiques et de développement humain plus importantes que les autres. Sur l'aspect de la sécurité tel que tu l'as présenté, je crois que tout le monde a compris que nous avons essayé d'être fidèles à la philosophie qui a dominé les débats. Je crois que plus personne ne veut entendre parler de sécurité comme un seul élément d'une politique dominée par la culture sécuritaire, et qu'on parlait de sécurité globale, de soft security, de human security, que ce sont des concepts qu'on a essayé de traduire d'une manière éparse, aussi bien dans l'appel de Srerat que dans la feuille de route qui a été faite. Tout ce qui participe à la prospérité partagée est constitué d'autant de contributions à réduire les causes, entre parenthèses, de l'insécurité. Et on a préféré, dans une seule phrase, dans la déclaration, et même si elle est un peu sibylline, dire tenir davantage compte du besoin de sécurité exprimé par les citoyens. Et nous savons pertinemment que les situations ne sont pas symétriques. Les besoins de sécurité de l'Europe ne sont pas ceux de l'Afrique ne sont pas ceux des Amériques. Et en le disant comme cela, on laisse toute la flexibilité au forum, au réseau, d'imaginer la bonne réponse à ces préoccupations. Je voudrais, si vous le permettez, donner la parole à Alfredo pour compléter, parce que j'ai dû oublier beaucoup de choses, pour compléter les réponses que tu aimerais apporter aux remarques qui ont été faites. Bien, effectivement, tu as déjà pratiquement répondu à toutes les questions, mais j'aimerais revenir à ce que dit Álvaro. Et je suis d'accord avec M. Stirn et avec Álvaro, et la proposition de M. Stirn est totalement excellente de changer cette première phrase. Si l'impression que ça donne, c'est qu'on est un groupe fermé contre le reste du monde, effectivement, ce n'est absolument pas mon intention.
Mais il y a un autre problème, c'est que comme on est dans un forum tricontinental atlantique, il fallait quand même mettre l'accent sur cette possible identité atlantique. Donc on est un peu entre deux chaises. Il ne faut pas montrer cette identité comme contraire ou autre que l'autre, mais en même temps, il faut quand même définir une certaine identité. Je suis d'accord, absolument d'accord avec Hassan, que ce n'est pas le moment de parler de leadership. Dans la mesure où, déjà dans l'espace atlantique, si on parle de leadership, qui est le leader dans cette affaire, ça pose des problèmes, parce que justement à cause des immenses différences, même de puissance à l'intérieur et des capacités, c'est extrêmement difficile de parler de leadership. Et en plus, effectivement, là, c'est montrer un peu que cet espace s'oppose ou d'une certaine façon veut donner des leçons au reste du monde, ce qui, dans la période actuelle, je ne pense pas que ce soit vraiment très crédible, cette affaire. Par contre, j'aimerais revenir à ce qu'a dit Claire. Je crois que c'est extrêmement important ce qu'elle a dit. J'aime beaucoup cet esprit anglo-saxon qui est qui paye, qui fait quoi. Or, je crois qu'il faut être clair, en tout cas, que ce groupe-ci n'est pas un groupe de gouvernement. L'objectif de ce forum, en tout cas en ce qui me concerne, c'est d'être un producteur d'organisations d'idées, qui ensuite pourront être reprises par des acteurs gouvernementaux, non gouvernementaux, etc., etc. Donc, le maximum qu'on peut faire, c'est créer des réseaux qui permettent de développer sur tous les points qu'on veut et qu'on pense utiles dans cet espace un certain nombre d'idées qui pourraient être reprises par d'autres. Donc, ici, personne ne paye rien, d'une certaine manière, sauf le gouvernement du Maroc qui a été extrêmement formidable d'organiser cette réunion. Mais il ne s'agit pas de créer une organisation internationale d'État. Donc, dans ce cadre-là, je crois qu'il faut être très clair. Les projets, le qui payera, ce seront les acteurs, gouvernementaux ou non, qui s'engageront dans des projets spécifiques et qui trouveront le financement pour ces projets spécifiques. Donc, point. Il n'y a pas d'autre secret derrière cette affaire. Je partage également ce qu'a dit Assia très fort sur la question du nouvel ordre international. Je crois qu'il faut s'affranchir de cette terminologie qui a fait son temps et qui pourrait au contraire créer des ambiguïtés par rapport à notre démarche. Je suis absolument d'accord avec ça. Et pour finir, la question que pose Alvaro de souligner l'importance des émigrants et de l'aspect positif. Tu sais bien, Alvaro, que moi je suis absolument d'accord avec ça, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un consensus sur un communiqué de dire qu'aujourd'hui l'émigration est l'avenir du monde. Et donc je crois qu'il faut équilibrer. Je pense qu'on a très clairement dit que l'immigration et que les mobilités des populations n'étaient pas un problème de sécurité et qu'il fallait traiter les problèmes de sécurité d'un côté et les problèmes de développement, de mobilité, de compétences, de pouvoir ouvrir les frontières aux gens, etc. Je pense que ta préoccupation a été traitée dans l'ensemble du document, dans les propositions concrètes qui ont été mises. Je ne sais pas si ça peut te convenir, mais je crois que c'est un peu dans cet esprit-là que les choses ont été faites. Voilà, c'est tout. Merci. Merci Alfredo de ton aide efficace. J'ajouterais que tout à l'heure, lorsqu'on mettait le point final à ce papier, on a rajouté in extremis, sur tes conseils, Alvaro, une phrase, mais qui veut tout dire. L'espace atlantique se prévaut d'une tradition de brassage humain. Je crois qu'on l'a mise délibérément pour embrasser cette idée que les brassages humains sont source de richesse. Il y a l'amiral et ami qui a demandé la parole. Si tu permets, je lui donne le micro et je reviens vers toi.
Oui, on a souligné tout à l'heure le rôle important qu'avait joué le Maroc, puisqu'il est à l'origine de cette initiative, et d'ailleurs, il a été applaudi à cette occasion par l'ensemble des participants. Il me semble qu'on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin, et ne faudrait-il pas rajouter dans l'appel de Skirat à la fin quelque chose qui dise quel est le rôle que le Maroc devrait jouer pour assurer le suivi de cette initiative. Je pense que ça donnerait en plus une proposition, ça serait une proposition concrète. Vous seriez chargé, vous, Royaume du Maroc, de faire en sorte que cette initiative ne se perde pas dans les flots de l'Atlantique. Merci, Amiral, cher Amiral Danksad. Merci au nom des Marocaines et des Marocains qui sont dans cette salle et qui sont en dehors de cette salle. Le Maroc est un pays qui a une timidité collective qui l'a traîné depuis la nuit des temps. C'est pour ça qu'on n'a pas pu aller à la rencontre des demandes qui ont déjà été formulées hier, mais je vous remercie. Et si vous nous donnez le mandat de le faire, c'est-à-dire au comité qui a présidé à la rédaction de ce paragraphe d'une manière sobre et qui reflète, je crois, un point de vue que nous ne pouvons que respecter. Et Alvaro, avant de donner le témoin à Sidi Ahmed Halimi, tu voulais dire quelque chose? Parce que j'ai été interpellé à savoir et toi tu as même dit que, et je te remercie pour avoir pris en considération ma suggestion pour la déclaration de Skirat. J'ai aucun problème avec la déclaration de Skirat. Je pense qu'elle est assez consensuelle et elle correspond, à moins de mon point de vue, à ce qu'il faudrait sortir d'ici. Mon problème, c'était avec la feuille de route, notamment avec le premier paragraphe, où je pense qu'il faudrait souligner le caractère d'interdépendance mondiale et pas seulement le caractère d'Atlantique, l'interdépendance mondiale. Et sur l'immigration aussi, je suis d'accord, on a eu ici une intervention qui montre que tu as raison, que l'immigration ne fait pas, l'aspect positif de l'immigration, le seul aspect positif de l'immigration, ne fait pas le consensus. Mais dire que les immigrants peuvent avoir un rôle positif, je pense qu'il ferait le consensus, et ça soulignait une autre approche différente. Je voulais faire un dernier commentaire parce qu'il semblait contradictoire avec le fait que je ne veux pas l'Occident contre le reste, que j'ai fait une référence à le changement dans l'administration américaine. Mais je pense que souligner qu'on a maintenant une fenêtre d'opportunité pour faire avancer un agenda multilatéral efficace dû à des changements qui ont eu lieu, sont notamment appelés un leadership américain, que je n'appelle pas, je pense qu'il faut c'est un leadership multilatéral, mais que les conditions sont favorables pour cet agenda, je pense qu'on ne perdrait rien à faire cette mention, et que les changements qui ont eu international aujourd'hui créent des conditions favorables. C'était cette idée, mais elle n'est pas essentielle. C'est une idée. C'est une opportunité qu'on ne veut pas perdre pour faire avancer un multilatéralisme efficace, mais ce n'est pas essentiel. Et comme je l'ai dit, avec la déclaration d'appel de Skirat, je n'ai aucun problème. Au contraire, je le soutiens fortement. Merci. Merci beaucoup, cher Alvaro. Je pense qu'avec ton intervention, dont on prendra compte dans la finalisation des documents qui sera faite avant qu'ils ne soient publiés, puisque le but de la manœuvre et de l'exercice, c'est que les futurs forums, réunions qui devraient se tenir dans les semaines qui viennent puissent avoir cette intelligence collective que nous avons concentrée dans 4 pages, puissent l'avoir en face des yeux au moment où ils auront à traiter de cette thématique. Donc, avec cela, nous aurons terminé la première mi-temps de la séance, à moins que ce que j'ai qualifié de consensus ne soit pas tout à fait vrai, mais j'ai l'impression que non. Donc merci pour vos contributions, merci pour votre compréhension, et je remets exactement comme il a transmis le témoin à Sidi Ahmed Halimi, qui va bien sûr présider la dernière partie de notre exercice, la séance de clôture.
Bien, messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, on arrive donc à la fin de nos travaux. Donc il m'échoit ce redoutable honneur de conclure. Si je devais le faire en essayant une synthèse de ce qu'ont été nos travaux, ça ne pourrait être que reprendre ce qui a été déjà dit et ce que a si bien résumé l'appel dont on vous a remis un exemplaire et la feuille de route qui en constitue une annexe. Donc je ne vais pas vous infliger un nouveau discours. Mais, c'est toujours comme ça quand on dit je ne vais pas faire ça, mais ça veut dire qu'on va le faire. Mais je ne vais pas le faire. Je vais simplement vous livrer quelques faits ou idées dont j'ai l'obligation de parler. La première, c'est qu'il y a déjà une année, l'idée s'était inscrite dans notre programme, l'idée d'un forum sur l'Atlantique était inscrite dans notre programme depuis le début, mais depuis une année, elle a été clairement formulée. Et je me souviens, M. Zartmann étant là, que en mars 2008, je lui avais demandé, et il l'a fait avec toute la gentillesse qui le caractérise et toute la disponibilité qu'il met à répondre à nos invitations, je lui avais demandé de faire un exposé dans le Forum sur le Maghreb et sur l'Euroméditerranée, sur la Méditerranée et l'Atlantique. Et même la question que je lui avais posée, y a-t-il une Méditerranée sans l'Atlantique? Et il avait fait tout un exposé sur ce question. Mais quand nous sommes passés à la préparation de ce forum, je n'ai pas manqué d'exposer le projet à tous les pays ou les institutions ou les personnalités qui pouvaient être intéressées par ce projet. Quelques pays ou quelques personnalités auxquelles j'ai pu rendre visite. À d'autres que je ne pouvais pas visiter, j'avais cette possibilité de les tenir informés par le biais de leurs ambassadeurs à Rabat. Et à chaque fois que j'exposais ce projet, j'ai trouvé des réponses. Dans ces réponses, il y avait des termes. Ces termes sont l'audace, audacieuse, originale, et accompagnée d'interrogations sur les motivations, parfois sur les difficultés, mais toujours avec une réelle disponibilité à y participer d'une manière ou d'une autre.
Et donc, j'étais convaincu que nous allions avoir, en tout cas, si les travaux sur ce projet étaient organisés, une très grande écoute. Aux États-Unis, où à ce moment-là, ils étaient dans une phase de changement de présidence, j'ai trouvé une réelle écoute et peut-être beaucoup d'intérêt à savoir ce que ça peut donner et quelles sont les retombées éventuelles, et d'autant plus qu'à l'époque, dans l'environnement de la nouvelle présidence, j'étais un petit peu en attente de voir quelles idées nouvelles pourraient sortir de cette... Et donc, j'avais acquis la conviction que ça allait intéresser parmi les pays africains et les pays et personnalités de l'Amérique du Sud, j'ai trouvé un certain enthousiasme. En Europe, la même écoute, avec le même intérêt et la même curiosité, je l'ai trouvé aussi parmi les pays que j'ai eu l'occasion de visiter, et en premier lieu, le pays avec lequel je pensais, et je ne m'étais pas trompé, j'allais avoir le plus grand intérêt. C'était le Portugal. Je ne parle pas de la France parce que nos relations sont continuelles avec tous ceux que nous connaissons, etc. Mais au Portugal, j'ai eu cet intérêt. Donc, quand j'ai formulé le concept, le projet, les considérations qui y présidaient, cet intérêt est devenu réel. Et la première manifestation de cet intérêt a été l'intérêt de notre ministre des Affaires étrangères, qui a considéré que c'était une excellente initiative que le Haut-Commissariat au Plan prenait. En fait, le Haut-Commissariat au Plan introduisait cette composante dans notre programme parce qu'elle correspondait à une vision globale qui était celle de Sa Majesté le Roi, qui avait, dès le départ, nous avait accordé son haut patronage pour tout le programme de prospective que nous continuons à exécuter phase après phase. Et les principaux conclusions de vos travaux et le consensus dégagé, je peux vous dire qu'il me conforte très fortement parce que ils ont correspondu globalement dans l'approche que on s'était plus ou moins intuitivement, plus ou moins analytiquement pu concevoir. Parce que nous partions de ceci, que le Maroc, bien entendu, est méditerranéen, arabe, africain, etc., en développement, solidaire des pays en développement, engagé avec des traités avec l'Europe, avec les États-Unis. C'est son histoire, cette ouverture est une histoire permanente de notre pays. Mais dans cet espace atlantique, il y a quand même quelques données historiques qui faisaient que
il y avait le Nord et le Sud. Et avec cette phase nouvelle sur laquelle s'ouvre aujourd'hui le monde après cette crise, est-ce que le moment n'était pas venu de reconceptualiser l'Atlantique pour promouvoir une démarche où les enjeux communs, les défis communs, donc les sollicitations de l'avenir ne devaient pas faire que nous dépassions ces clivages qui continueront à peser, comme nous l'a bien dit M. Serfati, qui pèsent encore, mais la dynamique de l'histoire est renforcée par la situation internationale actuelle et les crises que nous connaissons, va aller dans le sens de son dépassement. Et donc, ce que nous avons pu faire comme travail, nous l'avons fait grâce aussi à la mobilisation d'un certain nombre de nos amis de plusieurs pays, et qui ont travaillé avec nous avec une abnégation qui ne pouvait venir que de leur parfaite adhésion à cette vision. Je voudrais leur adresser l'expression de mon amitié. J'ai peut-être commencé à parler sans avoir déjà donné l'occasion de lire cette déclaration. Mais je fais exprès, je voudrais bien que cette déclaration soit celle du consensus qui s'est dégagé, mais aussi soit après avoir rendu hommage à ceux qui y ont travaillé depuis le départ dans la préparation de ces projets. Je vais citer bien sûr notre ami Hassan Bouyub, mais ça, je passe. mais mon cher ami, mes chers amis, Victor Borges, Jorge Braga de Macedo, Mauricio Di Mario y Campos, qui était un ancien, il n'a pas pu malheureusement être avec nous, mais qui a travaillé avec nous, l'ancien directeur de l'ONUDI, Monsieur l'amiral Jean Dufourcq, Monsieur Reynaldo Figueiredo, je ne sais pas où il est, Monsieur Abdullah Saaf, qui est là, il est parti, je crois, Monsieur Mamadou Sow, qui est un ancien ambassadeur, conseiller du ministre des Affaires étrangères du Sénégal, et notre cher ami Alfredo Valadao. Mais je ne voudrais quand même ne pas omettre de citer quelques personnalités qui ont participé, parfois directement, parfois par audio conférence, M. Guillaume Grosso, qui est là, M. James Townsend, qui est vice-président et directeur du programme en International Security de l'Atlantic Council, M. William Zartman, qui est là, M. Daniel Hamilton, M. Jeff Dayton Johnson, de l'OCDE aussi, Ian Lesser, qui est du German Marshall Fund, et M. Dimitrios, Papa Dimitriou, qui est ici et qui nous a beaucoup, avec lequel on a beaucoup échangé sur les questions de l'immigration.
Alors, si tout ce monde-là a travaillé, nous n'aurions pas pu sortir avec un appel si il n'y avait pas l'apport de chacun de vous et la clarté des messages que chacun de vous a apportés. Alors je voudrais donc, comme synthèse de ces travaux, dire à notre ami Victor Borges de lire un peu cette